C'est le dernier grand rendez-vous de la saison, le rendez-vous des maîtres qui va remporter l'ATP Finals 2025 qui commence à partir de ce dimanche à Turin. Le tirage au sort des deux groupes a eu lieu ce jeudi, on va analyser ça tranquillement, à base de tranquillade, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce tournoi, déjà pour tous ces acteurs, et on va notamment détailler, revenir sur l'imbroglio politique autour de Novak Djokovic, qui a animé les 2-3 derniers jours. Mais une chose est sûre, à l'issue de ce tournoi, à l'issue de ce 5e plus grand titre de la saison derrière les grands chelems, nous connaîtrons l'identité du numéro 1 mondial de cette saison très particulière 2025. On va se régaler sur ces 8 derniers jours de compétition, même si ensuite il y a la Coupe Davis, mais bon bref, la Coupe Davis c'est plus trop ce que c'était. Chaque match sera analysé en détail, en profondeur, avec toutes les clés techniques et tactiques pour bien comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, il y aura les déclins, il y aura les gros événements couverts sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner juste ici, ou c'est peut-être là, ou c'est peut-être juste au milieu, enfin bref, je pense que tu vas réussir à trouver, à mettre aussi un pouce pour propulser cette vidéo dans l'algorithme de YouTube, parfois très cruel. Cette vidéo t'est proposée en partenariat avec les Winami de Winamax. Vous avez deux liens, ce sont les mêmes, dans la description et en commentaire épinglé. Vous avez jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari. Ça, c'est excellent. Vous avez aussi le petit code SV10. C'est mon code perso. Ça vous rajoute 10 balles sur votre jolie cagnotte. L'offre, elle est pour les adultes. Alors, on n'a pas encore les cotes pour l'ATP Finals, la faute à qui Novak Djokovic, mais on a par contre un petit bet là pour savoir qui va terminer la saison numéro 1 mondiale. On le rappelle, Carlos Alcaraz doit simplement remporter 3 matchs pour valider, pour sécuriser cette position à l'issue de ce tournoi. Quoi que fasse Yannick Sinner, il a plutôt intérêt à remporter le titre et du coup à espérer que Carlos Alcaraz ne remporte pas 3 matchs. Nous avons par contre les cotes des matchs de double qui sont d'ores et déjà disponibles et je vous laisse les étudier avec beaucoup d'appétit. Retour à nos moutons et nous allons évoquer le cas Yannick Sinner qui sera favori de ce tournoi. Je le vois bien coté à 2, 2,10, 2,20. On pourra refaire un bilan d'ici quelques jours. Il nous sort de 26 victoires consécutives en indoor, le tonton. Il est invaincu depuis la finale du Masters 2023 contre Novak Djokovic. Il avait battu ce même Novak en poule quelques jours auparavant. Un énorme match en 3-7 qui avait contribué à débloquer, à faire naître ce Sinner 2.0. Dans ces conditions indoor, c'est parfait pour lui. Parce qu'il n'y a aucune variation, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de faux rebond, il peut prendre la balle encore un peu plus tôt, asphyxier encore un petit peu plus, et c'est parfait pour son jeu de cadence pure, cette longueur de balle, cette asphyxie. En fait, il reprend, mais ça je l'ai déjà dit de nombreuses fois sur la chaîne, il reprend l'ADN de Novak Djokovic et il met un petit peu de nitroglycérine là-dedans, son service qui a encore été amélioré depuis l'US Open. Un coup de droit, vous l'avez vu, le coup de droit, au niveau de la prépa, il est davantage tiré vers l'arrière. Ça, c'est voilà, des micro-détails qui n'en sont pas en réalité, et on l'a vu très très bien servir ces dernières semaines. Ça avait été la clé de la finale de l'US Open, perdue contre Carlos Alcaraz. Toujours, ce gars-là, à la recherche de la perfection, des tout petits détails pour s'améliorer, et pour essayer, en vérité, de conserver son avantage par rapport aux autres. Les expérimentations par contre de Pékin, elles sont terminées, les matchs contre Cilic et contre Hatman où il était parti complètement en sucette avec des pluies d'amortis, de montées à contre-temps. J'ai l'impression que c'était une espèce de mix entre Pat Rafter, Carlos Alcaraz, pas de catch. Mais les expérimentations, elles sont terminées. Alors, il y a un petit peu de variation avec Yannick Sinner, mais elles sont toujours à la marge. Il les utilise vraiment très très bien, les amortis notamment, parce que il y a un côté surprenant. Tu t'attends à te prendre un missile sur la ligne, non, il va te surprendre, il est à l'intérieur du court, il va te distiller la petite amortie, et toi t'es en position défensive pour essayer de tanker une grosse accélération. C'est un petit peu aussi l'identité d'un Carlos Alcaraz avec son coup droit, ce coup droit protéiforme qui, au début, tu te dis je vais me prendre un sac, et en fait non. Il te glisse la petite amortie. Donc la prime à l'efficacité, toujours avec Yannick Sinner, et je trouve qu'à Paris et aussi à Vienne en finale, il s'est prouvé qu'il n'avait pas besoin d'être à 100%, même à 90% pour aller au bout. Ça peut-être qu'il le savait déjà, mais il n'a pas besoin d'être au top pour battre 99% du circuit, et ça au niveau mental ça doit être tellement dingue de le savoir, de le comprendre et de le matérialiser sur le court. C'est fou, même si je pense que c'est mentalement éprouvant de jouer blessé et avec des douleurs. C'est ce qui s'est passé pour lui sur cet enchaînement Vienne-Paris. Et là, avoir simplement 5-6 jours off pour se refaire une petite caisse, peut-être qu'on risque d'avoir un Yannick Sinner encore là sur les premiers sets, sur des gros rallyes, montrer des signes de fatigue et d'épuisement. Mais tout ça, cette marge, c'est pas la même musique contre Carlos Alcaraz. On est sur les 8 derniers matchs à 7 victoires pour Carlitos. C'est ouf.
c'est terrible pour Yannick Sinner, parce que c'est un gars qui domine tellement tout le monde à part Carlos Alcaraz. La surface par contre en indoor, où là on sera certainement sur un CPI entre 39 et 40, c'était le CPI en tout cas de l'année dernière, et je vois mal Turin modifier la surface, en tout cas on n'a pas eu de communication par rapport à ça. Cette surface et les conditions indoor, c'est là où je trouve que le delta entre Sinner et Alcaraz est le plus fort, en faveur de Yannick Sinner justement. Donc s'il venait à affronter Carlos Alcaraz, que ce soit en demi-finale ou en finale, il serait le net favori. J'évoquais avec vous en vitesse la composante physique de Yannick Sinner qu'il faudra observer sur ce tournoi. Alors attention, il est à 62 matchs depuis le début de la saison, mais avec 3 mois et demi off suite à sa suspension. Donc en fait, il est à 62 matchs sur 6 mois et demi en cumulé. Donc ça veut dire quand même un gros volume. Et là, il sort d'un back-to-back Vienne-Paris qui a pu être quelque peu épuisant. Mais il le sait, il aura un dernier gros effort à livrer sur ce tournoi, car on ne le reverra plus avant le début de la saison 2026. Il a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis. D'ailleurs, ça a créé un gros remous en Italie, avec des accusations de « t'es pas vraiment un Italien », le truc qui revient souvent avec lui. Il a dû se justifier, mais voilà, on sait que c'est un mec qui compartimente très bien les problèmes périphériques et qui sait se concentrer toujours sur l'essentiel. On regarde le tirage de Yannick Sinner, donc c'est Sacha Zverev, Ben Shelton et pour l'instant Félix Auger-Aliassime, sauf si Lorenzo Musetti remporte le tournoi d'Athènes. Donc en fait, en gros, les 3 derniers joueurs qu'il a battus pour remporter son dernier titre à Paris-Nanterre. Donc ici, évidemment, Yannick Sinner est le grand favori pour terminer à la première position de ce groupe. Le deuxième favori de ce tournoi n'est autre que Carlos Alcaraz, qui va débarquer sur cette ATP Finals avec 77 matchs dans les Gibol. Il va dépasser son record de 80 matchs, c'était en 2023, puisqu'on va le voir sur ce tournoi, donc il y a au moins 3 matchs, et il sera présent aussi en Coupe Davis juste après, donc c'est un sacré enchaînement pour Carlitos, qui a montré que la carafe, elle commençait à surchauffer un tout petit peu, un tantinet. On va en parler, ça c'était au tournoi de Paris contre Nori. L'enchaînement, alors il y a du positif quand même pour Carlitos, l'enchaînement il est fantastique depuis Monte Carlo, on est à 7 titres, 2 finales, et pour que les choses soient plus claires, on est à 51 victoires, 3 défaites. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Par contre, sa défaite au premier tour à Paris l'a mis sous pression pour cette place de numéro 1 mondial. Alors je lis et j'entends certains, c'est très marrant, dire mais non, c'est pas important, c'est plus important, la place de numéro 1, blablabla. Quand Carlos Alcaraz te dit tout le printemps, tout l'été que c'est un objectif, que aussi ça a fait en sorte qu'il n'a pas été très bon pendant que Sinner n'était pas là parce qu'il faisait que penser à cette place. Attendez, moi j'écoute Carlos Alcaraz, il a verbalisé, il a dit c'est un de mes objectifs prioritaires, juste après les grands chelems, donc c'est très important, ce sera le fil rouge de ce Masters. Pour rappel, Carlos Alcaraz, il a fini qu'une seule fois une saison en tant que numéro 1 mondial, c'était en 2022 déjà, donc c'était il y a 3 ans. En vrai, vu sa saison, et vu les 3 mois de suspension de Sinner, il devrait être numéro 1 mondial large, mais ça montre aussi à quel point le niveau d'excellence de Sinner est toujours présent. Le mec est tout le temps en finale, au moins quasiment. Sauf ce match à Shanghai contre Grigspor où il explose physiquement, il a des crampes, mais bon, il y a plein de joueurs qui ont explosé dans ces conditions d'humidité extrêmes. Et le match juste après la finale de Roland Garros contre Bublik, où il en a plein d'occasions, au début de la deuxième manche et au début de la troisième manche aussi, il ne les fait pas, puis il n'était pas vraiment prêt à remporter ce tournoi, il fallait digérer ce qui s'était passé à Roland Garros. Donc il y a le curseur de l'exigence, je trouve, il est tellement haut quand tu affrontes un Yannick Sinner sur toute l'année. Je trouve que ça exige le meilleur de Carlitos, et d'ailleurs le Carlos Alcaraz qu'on a vu ces derniers mois, c'est parce qu'il y a cette saine émulation avec Yannick Sinner, et vice versa. En réalité, Sinner aussi se pousse beaucoup grâce à Carlos Alcaraz. Les deux, ils sont à plus de 11 000 points ATP, et quand tu penses que Zverev, il est à 6 000 points derrière, il y a un gouffre monumental entre ces deux-là et le reste de la meute. À Paris, je l'ai trouvé par contre très impatient, plus de 50 fautes directes contre Nori, il a beaucoup balancé, et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent avec lui en indoor, qui n'est pas une surface naturelle, et c'est une attitude qu'on n'avait plus revue depuis son match contre Goffin à Miami, où il avait pris des vacances ensuite, il était revenu très fort par la suite, mais c'est une rechute qui a un peu surpris tout le monde. Moi j'étais étonné de voir ce match de Carlitos parce que je pensais plus vraiment qu'il était capable d'exploser autant. Et les réponses, on va les avoir sur ce tournoi de Turin. Est-ce que c'est une usure mentale? Est-ce que c'est le fait que son jeu organique fonctionne moins dans des conditions indoor? Est-ce qu'il n'aime pas jouer à l'automne, à l'hiver, avec la nuit tôt? C'est des trucs que j'ai lus, ça. Est-ce que c'est un loup-garou, Carlos Alcaraz? Voilà, on peut se poser ce genre de véritables questions. Mais je regardais justement Roger Federer, là, quelques matchs en indoor, et
Je pense que Carlos Alcaraz devrait essayer de limiter. Prendre la balle un peu plus tôt, essayer d'avancer de 50 cm, 1 mètre, de prendre la balle en demi-volée. Alors il faut, et bien sûr, hein, la caisse physique pour pouvoir le faire, mais ça me paraît impossible, invraisemblable que ce gars-là n'arrive pas à retranscrire son jeu en indoor au bout d'un moment. C'est pas non plus Rafa Nadal. Alors on rappelle, hein, le CPI il sera autour de 39-40. Lui, il avait dit que les conditions à Paris c'était génial pour lui. Bon, il a fait un first hein, contre Cameron Norrie. Mais on rappelle aussi, hein, il a gagné Rotterdam en début de saison en indoor en étant super mid. Et son tirage, les choses peuvent évoluer hein, parce qu'on ne sait pas si Novak Djokovic jouera le tournoi. S'il ne le joue pas, ce sera le 9e mondial qui le remplacera. Donc à l'heure actuelle, Lorenzo Musetti. Si Musetti remporte Athènes, ce sera Félix Auger-Aliassime. C'est un bordel sans nom cette histoire. On a du Taylor Fritz et du Alex de Minaur. Donc pour Carlos Alcaraz, il faudra être au top hein, pour se sortir de ça. Allez, c'est l'heure du cas Novak Djokovic. Quel bordel. Oh là 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 là. Oh l'imbroglio. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Angelo Binaghi, président de la Fédé italienne, lundi, qui nous dit « C'est bon les gars, c'est bon, détendez-vous ». Novak Djokovic va jouer le tournoi de Turin. Alors pourquoi il fait ça? Parce que la billetterie est un peu en train de couiner à Turin, c'est pas totalement rempli, il y a encore des places à vendre, donc lui, le président de la Fédé, il nous lance ça, mais il nous lance ça en mode j'ai eu Novak au téléphone il y a 5 minutes. N'importe quoi. Surtout que Novak, le lendemain, donc mardi, il nous dit bah non, pas du tout, je prendrai ma décision à l'issue du tournoi d'Athènes. Alors, la situation, elle est éminemment politique, comme parfois avec Novak Djokovic. En gros, le tournoi d'Athènes, il est dirigé par la famille Djokovic, surtout par le frère de Novak Djokovic. C'est l'ancienne licence du tournoi de Belgrade, on le rappelle, sauf que Novak Djokovic s'est brouillé avec le gouvernement serbe parce qu'il a ostensiblement soutenu le mouvement de manifestation des étudiants en Serbie. Ça, on en avait parlé, c'était lors de Wimbledon, quand il faisait le geste de la pompe. On avait été parmi les premiers d'ailleurs à en parler et à noter ça, même si, encore une fois, hein, Novak Djokovic, il avait dit « Non, c'est un truc, c'est pump it up avec ma petite fille et tout. » Pas mal. Bien sûr. Donc, il est persona non grata en Serbie. Ça, ce sont des affaires périphériques au tennis et à notre chaîne, mais c'est important d'en parler parce que c'est important de comprendre la situation actuelle de Novak. Et en parallèle, Musetti, il joue sa qualification à Turin sur ce tournoi d'Athènes. Donc, il doit remporter le titre. Donc, en gros, si Novak dit « je joue pas », Musetti, il se retire dans la seconde parce qu'il faut qu'il garde de l'influx, il faut qu'il garde du jus pour Turin. Donc, en fait, Novak Djokovic, il est obligé de jouer le tournoi, de le jouer à fond, et pour l'intérêt du tournoi, faut qu'il y ait une finale Djokovic-Musetti, donc vous comprenez bien l'idée, mais ça c'est terrible pour l'ATP. Je pense qu'ils ont un seum monumental, parce que là il va y avoir toutes les séquences avec les photos de groupe. Habituellement, on essaye de réunir les 8 meilleurs joueurs sur les 3-4 jours avant ça. Là, l'ATP, ils sont coincés, ils attendent en fait la décision de Novak Djokovic. On ne sait pas quel va être le roster de ce tournoi, et c'est un énorme problème. Je pense que l'ATP, ils ont le démon. Et d'ailleurs, la saison prochaine, cette semaine-là de Metz et d'Athènes, elle comptera plus pour la race 2026. Et si Novak Djokovic venait à ne pas jouer cette ATP Finals, ça paraît bizarre hein, quand même que le gars ne sache pas 48 heures avant s'il joue un tournoi qui va durer 8 jours. J'ai un petit doute là-dessus. Je pense qu'il le sait, mais il le dit pas. Il aura paralysé l'événement, de 1, et il a déjà fait ça l'année dernière, même si l'année dernière il était à la plage, on le voyait sur Insta, donc on comprenait bien qu'il n'allait pas jouer cette ATP Finals. Et puis le fait d'avoir un joueur comme ça, si légendaire, recordman de l'ATP Finals, il a remporté 7 fois le titre, ne pas jouer le tournoi alors qu'il est qualifié et qu'il n'est pas blessé, je trouve que ça diminue, ça dégrade le prestige de ce tournoi. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une bisbille tout simplement entre Novak Djokovic et l'ATP? Mais quand on observe le tirage, on se rend compte que Novak Djokovic, il mène 11-0 contre Taylor Fritz, il mène 3-1 contre Alex de Minaur, et il mène 5-4 contre Carlos Alcaraz, avec une démonstration il y a 2 ans contre lui en indoor, en demi-finale du Masters, justement, 2023. Donc est-ce que ce tirage ne va pas le motiver à jouer? Mystère. On va aller un petit peu plus vite sur les joueurs restants. On enchaîne avec Alexander Zverev, qui est 2 fois vainqueur de ce Masters, de cette ATP Finals. Toujours dangereux hein, dans les conditions indoor. Plus c'est rapide, en plus, plus il est dangereux. On l'a vu à Vienne en finale contre Yannick Sinner, où il est pas loin de s'imposer. Il avait battu Carlos Alcaraz en poule l'année dernière avant de sortir face à son némésis, Taylor Fritz, en demi-finale. C'est un joueur qui a solutionné ses problèmes de double faute depuis un moment maintenant, avec un lancer plus bas. Ça, vous l'avez constaté, mais toujours cette passivité maladive, légendaire dans les moments importants et en coup droit particulièrement. 3e mondial, Alexander Zverev, mais à 6000 points
de Carlos Alcaraz et de Yannick Sinner. Donc c'est un peu un troisième mondial entre guillemets de pacotille, mais la réalité pour lui sur ce tournoi, c'est qu'il a sa cheville qui est en vrac depuis sa chute contre Medvedev, avec des conditions gluantes, hein. C'était difficile de bien glisser sur cette surface de Paris, et d'ailleurs c'est la même cheville qu'il avait explosé à Roland-Garros en 2022. Donc on sait, hein, Zverev, il était en Allemagne en début de semaine pour consulter son chirurgien, et il y a de très très grandes chances qu'il joue ce tournoi sous infiltration, donc ça veut dire pas réussir à pleinement s'engager sur les reprises d'appui, sur les bouts de course. Et quand on sait à quel point il a été traumatisé par cette grosse blessure, grave blessure en 2022, on peut se poser de lourdes questions pour lui, hein, sur ce tournoi. Taylor Fritz, finaliste la saison passée, mais qui lui aussi, hein, arrive sur la jante après un printemps-été exceptionnel, sa saison qui a rebondi, hein, à partir de la saison sur gazon. Il est sur une série qui est très très compliquée ces dernières semaines, défaite au deuxième tour, son deuxième match à Shanghai contre Pechi Perricard. Il était rincé, il était blanc, il était livide sur cette rencontre. Bon, les conditions étaient hardcore, hein, pour tout le monde, mais il a pris cher. Deuxième tour à balle contre Humbert, et on le sent, hein, il est nerveux. Ça aussi on l'a vu, hein, contre Bublik à Paris, où il est éliminé encore une fois au deuxième tour. On a l'impression qu'il arrive, il n'y a plus vraiment d'essence dans le moteur, mais on peut se dire aussi qu'il a pu se refaire une petite caisse pendant 10 jours, arriver un peu plus frais que ceux qui sont allés très loin sur le tournoi de Paris. Un joueur toujours très très dangereux dans ces conditions. Le gros service, un des meilleurs services du circuit, gros coup droit, revers qu'il est capable de frapper à plat également, juste un jeu vers l'avant médiocre comme 98% du circuit. Ben Shelton, l'épaule va bien, merci pour elle. Quand j'ai vu une deuxième balle là contre Rublev à 237 km/h, je me suis dit bon, ça va le faire, ça va être ok. Il a envoyé des sacs, des marmites sur ces 3 matchs à Paris. 2 belles perfs contre Koboli et contre Rublev justement, et il revenait d'une grosse blessure, on l'avait vu un petit peu avant, c'était pas terrible. Là j'ai trouvé que c'était vraiment bien, sauf ce match contre Sinner où il a montré une impuissance totale. Alors après, c'est pas le seul, hein, face à Sinner, mais tolérance au rallye très limitée, le footwork qui était vraiment négligé, approximatif, vite dépassé au niveau des solutions sur ce match. On sent que si tu le pousses au bout de 3, 4, 5 frappes, 6 frappes, que tu le désaxes, il va tenter un coup hyper difficile et il risque de faire la faute. Mais est-ce qu'un CPI de 40 n'est finalement pas à son avantage? Ça, c'est une question que je me pose en amont de ce tournoi, avec un tennis qui sera essentiellement basé sur les 2 premiers coups de raquette. Et en fonction de l'état de forme de Zverev, est-ce que ce serait pas lui qui pourrait aller gratter un deuxième spot dans ce groupe de Sinner? Le dernier qualifié, sûr et certain, c'est Alex de Minaur. Alors attention Alex, il y a une statistique qui fait mal. Aucun top 10 battu cette saison. Ok, voilà. Alors le problème, c'est que au Masters, il n'y a que des top 10 a priori. Donc ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Le truc, c'est qu'il perd jamais en dessous de son niveau, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, même des joueurs qui sont mieux classés que lui, mais il bat jamais des joueurs mieux classés que lui. Donc il est, voilà, c'est un gatekeeper, c'est le gars 8e, 7e, qui a une espèce de régularité complètement folle contre les 15, 20, 50, top 80, mais par contre on a un plafond de verre, hein, qui est lié à son style de jeu, qui est lié à son manque de puissance naturelle, même s'il a progressé dans ce secteur et qu'il essaye plus de frapper fort avec son coup droit, mais on sent en fait qu'il a besoin d'engager tellement tout son corps là-dedans, il n'a pas la technique ni vraiment la puissance, hein, pour pouvoir engager des énormes frappes très très lourdes. Il a connu un burn-out au milieu de la saison, c'était après Roland-Garros et sa défaite contre Sacha Bublik. Il a réussi à retourner sa saison après la saison sur gazon, notamment lors du dur US, où on l'a vu remporter Washington, et puis surtout une immense régularité, que ce soit en demi-finale ou en quart de finale, mais toujours avec lui ce plafond de verre, et c'est donc improbable d'imaginer Alex de Minaur remporter ce Masters. Et on se termine avec le dernier strapontin, ça se joue entre Félix Auger-Aliassime et Lorenzo Musetti. On va en savoir plus très rapidement, hein, peut-être déjà quand vous allez tomber sur cette vidéo, vous saurez l'identité du 8e homme. Félix, attention, l'un des hommes en forme du moment, une menace absolue en indoor, avec la stabilité des conditions. On a beaucoup parlé de son revers lors de la dernière analyse. Je vous renvoie à cette analyse, la finale de Paris entre Sinner et Félix Auger-Aliassime. Pour Musetti, ce Masters, il est vécu comme un fardeau. Le mec, il s'arrache depuis des semaines et des semaines pour se qualifier au Masters. Il a dit qu'est-ce que ça me pèse, parce qu'il a envie de jouer ce premier ATP Finals à domicile, en plus en Italie. L'envie, elle est énorme, mais c'est pas un joueur qui a des prédispositions gigantesques en indoor. Loin de là même. Il fait quoi? Il fait 2 demi-finales à Vienne, c'est tout dans sa carrière.
pas top. C'est un gars qui aime bien en plus jouer naturellement assez loin de sa ligne, donc ça fonctionne plus sur terre battue, et il a une petite mimine, il a une technicité qui lui permet aussi de briller sur gazon. Mais moi je vois un gars qui risque d'arriver complètement cramoisi au Masters s'il parvient à se qualifier, et bah de ces deux joueurs-là, Félix pour moi, c'est un gars qui pourrait se qualifier en demi-finale, voire même en finale. Une fois qu'on a dit tout ça, mon vainqueur de cette ATP Finals 2025 se nomme Novak Djokovic. Non, pas du tout, mais je sais pas, mais est-ce qu'il va jouer le tournoi? On n'en sait rien, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, ce sera Yannick Sinner, je pense. Yannick Sinner, j'ai un petit doute sur sa condition physique, mais en même temps, j'avais un doute à Paris, j'avais un doute en finale de Vienne, j'avais un doute en 2024, j'avais un doute fin 2023, j'ai toujours un doute avec lui, j'ai toujours ce doute sur sa condition physique, mais là on est en indoor, on est sur du 2-7 gagnant, il n'y aura pas vraiment la composante physique si énorme que ça, on n'est pas en grand chelem dans des conditions hyper compliquées, on n'est pas à Shanghai avec un très très haut taux d'humidité, c'est le dernier tournoi de sa saison, il va mettre un dernier push, il a la place aussi de numéro 1 mondial à viser, donc pour moi Yannick Sinner sera le vainqueur de ce Master. Donne-moi ton vainqueur dans les commentaires, on continue la conversation, on parle de Sinner, on parle de Carlos Alcaraz, on parle aussi de la situation de Novak Djokovic, et on se retrouve le plus vite possible pour débriefer les premiers matchs de cette ATP Finals 2025 qui s'annonce succulent.